Nous avons distingué donc l'approche philosophique de l'approche scientifique de l'être changeant. Et nous avons vu qu'en philosophie, l'analyse de l'être changeant est une distinction intellectuelle de ce qui est ontologiquement uni, à savoir la réalité substantielle, dans laquelle l'intelligence intus legere, à l'intérieur de laquelle donc intus elle lit legere la composition de cette réalité en distinguant les éléments constitutifs de cette réalité substantielle. Nous y avons assez insisté, à savoir la matière et la matière comme puissance et la forme comme acte, les deux étant indissociablement unis dans la réalité. Et nous avons vu que l'être changeant est un véritable être, qu'il est réellement, et qu'il est réellement tel individu, car seul l'individu existe réellement, vous en souvenez, à l'opposé de ce que pensait Platon, pour qui seul l'universel existe, l'idée d'homme, seul est réellement réel dans le monde intelligible, ce qui est dans le monde sensible n'étant qu'une ombre, une pâle imitation, sous forme de dégradation même de cette réalité dont elle s'éloigne, au point que la réalité de Socrate, avons-nous dit, est dans l'idée d'homme. La réalité de la fleur est dans l'idée de fleur, etc. Mais cet homme-ci, Socrate, dit Aristote, c'est lui qui existe, pas l'homme en général. Et il s'agit de constater que cet homme qui existe, en effet, Socrate, qui n'est pas Platon, qui n'est pas Aristote, il est changeant, comme tout ce qui existe dans ce monde de la nature étant définie comme l'ensemble de tous les êtres qui changent. Et il s'agit de comprendre comment ce monde, où tout se meut, et qui est un monde qui est là depuis toujours, parce que rien ne sort de rien, vous en souvenez, rien ne sortant de rien, il faut expliquer cet être changeant, et qui est cependant, qui existe substantiellement pour Aristote, c'est-à-dire comme étant composé de matière, de forme, de puissance et d'acte. Et que si rien de rien ne peut sortir, cela veut dire que tout ce qui est depuis toujours. Cela veut dire que ce qui est était avant d'être. Ce qui est était avant d'être, puisque cela change. Que cela cesse d'être en changeant. Puisque si le changement atteignait la réalité elle-même en tant qu'être, eh bien, c'est cet être qui cesserait d'être. Entre l'instant T1 et l'instant T2, il n'y aurait pas de continuité. Il y aurait un abîme qui s'ouvrirait de non-être, un abîme de non-être. Ce qui est surgirait du fond sans fond de ce non-être. Or, cela est inconcevable, et il faut donc penser que l'être se divise aussi, non pas en être et non-être, mais en être en puissance et en être en acte. Et de telle manière que ce qui change est en train de passer à l'acte, et que le changement peut être défini comme le passage de ce qui est en puissance en tant qu'il est en puissance à l'acte. Parce qu'il faut que ce qui change soit en puissance avant de passer à l'acte. Il y a donc un mélange de puissance et d'acte, si on peut dire, dans la réalité changeante, qui fait qu'il y a toujours ce passage de la puissance à l'acte, et que donc ce changement substantiel s'explique ainsi du point de vue de l'être. Il y a quand même entre être et non-être, mais aussi entre être en puissance et être en acte. Il y a une distinction, disons, la division ne peut avoir lieu entre l'être et le non-être. Il y a une contradiction, parce que ce qui est ne peut pas en même temps ne pas être. Donc l'être ne peut pas se diviser lui-même entre être et non-être. Et c'est pourquoi la solution d'Aristote est de dire que l'être se divise en être en puissance et en être en acte. Il y a là une continuité d'être, si tu veux, mais dans le changement. Le changement étant le passage de l'être en puissance à l'être en acte, à l'être en puissance en tant qu'il est en puissance, à l'être en acte. Ce qui fait qu'on ne peut pas dire que l'être surgit du néant.
puisque de rien, rien ne peut sortir. Et nous voyons que cette pensée grecque se distingue de la pensée hébraïque, si on peut dire, ou de la révélation judéo-chrétienne, selon laquelle Dieu est l'être et la création est ex nihilo. Dieu a créé le monde à partir de rien. Il n'y avait rien et il y a quelque chose. Tandis que pour Aristote, il y avait toujours quelque chose, comme pour les présocratiques. Il y avait toujours déjà quelque chose. Mais alors évidemment, ils vont s'élever aussi à l'idée que tout ce qui est, ils vont s'élever de l'analyse de l'être changeant à un être qui ne change pas et qui est la cause de tous ces changements, à savoir le moteur immobile. On y reviendra. Mais je revenais à tout cela pour insister sur l'idée que le changement, d'un point de vue philosophique, est appréhendé à partir de l'être et de la distinction entre l'être en puissance et de l'être en acte, comme un passage de l'être en puissance en tant qu'il est en puissance à l'être en acte. Et ce qui distingue l'approche philosophique de l'approche scientifique, c'est que l'approche scientifique réduit toutes les formes de changement au mouvement local. Le mouvement local est tout simplement le déplacement d'un corps, d'un lieu à un autre, dans un temps déterminé également, le temps et l'espace étant liés. La distance qu'il faut parcourir pour aller d'un lieu à un autre montre que le temps et l'espace sont liés. À partir du moment où toute forme de changement est assimilée à un mouvement local, il s'agit de voir quelle est la nature de ce mouvement, si ce mouvement n'est plus le passage de l'être en puissance en tant qu'il est en puissance à l'être en acte, puisqu'il ne s'agit qu'un déplacement dans l'espace d'un corps. Et donc ce mouvement devient une sorte de force qui permet de déplacer ce corps. Et on avait conçu scientifiquement la cause de ce mouvement dans une force qui serait la force, par exemple, qui consiste à jeter une pierre en l'air, et cette pierre continuerait de s'élever dans les airs, mue par cette force initiale qui la projette, c'est le cas de le dire. Et donc cette force se trouve dans la pierre comme une sorte de force d'inertie. Il y a une sorte d'impetus. L'impetus, c'est la force, le geste violent par lequel je jette la pierre. Et l'impetus, c'est la force qui se perpétue dans le mouvement de la pierre projetée en avant ou dans l'air et qui continue de se mouvoir avec une force qui lui a été transmise. Et donc on parle d'impetus, l'impulsion initiale qui fait que cette force se prolonge dans la pierre. Mais est-ce que cette force est dans la pierre? Où est-ce qu'elle est, cette force? Elle peut être en acte dans la pierre. Justement, le mot d'acte disparaît ici, au sens où ce qui remplace l'acte, c'est cette force d'impulsion, cette force initiale, cette force, d'ailleurs, dont on aura du mal à dire ce qu'elle est vraiment. On va voir cela, parce que cette force, on la retrouve sous forme de 4 forces fondamentales de l'univers en physique, comme étant des propriétés de la matière. Par exemple, la force nucléaire, qui maintient les protons ensemble, la force électromagnétique, la force nucléaire faible, la gravitation, qui maintient l'univers ensemble. Donc il y a des forces nucléaires fortes et faibles qui agissent à l'intérieur des noyaux atomiques. Les protons et les neutrons sont maintenus dans le noyau par la force nucléaire du noyau, qui est une force qui agit soit pour les rapprocher, soit pour les éloigner, finalement. Une force forte, une force faible, dit-on. Une force donc qui ne peut pas toujours les maintenir, au point que c'est la vitesse et l'intensité et la mesure de l'intensité de cette force sous la forme d'une vitesse avec laquelle les objets sont déplacés par cette force qui définit même le phénomène observable, si on peut l'observer, comme par exemple dans les cyclotrons, où on agite, si on peut dire, les électrons à une vitesse folle, qui doit se rapprocher, qui n'atteindra jamais la vitesse de la lumière. Et donc, on appelle champ de force l'espace dans lequel cette force agit. Et c'est pourquoi le mouvement local
apparaît comme étant le seul, le plus fondamental. Alors, comme vous voyez, donc, la force ne doit pas être confondue avec l'acte d'être, puisqu'un être, c'est ce qui est constitué de matière et de forme et qui ne surgit pas comme ça de lui-même. Il faut qu'il soit constitué par des causes matérielles et formelles. Et c'est parce que on ne se réfère plus à l'être comme étant substantiel et donc comme étant composé de matière et de forme, d'actes et de puissance, que l'énergie apparaît comme la source d'explication du phénomène naturel, de l'entité, disons, naturelle. Je ne parle même plus d'être naturel ici au sens où l'être n'est plus ce que j'atteins à travers l'essence de manière immédiate comme une réalité extérieure à l'esprit, et même qui existe là indépendamment de l'esprit. Je ne vois pas, disons, l'arbre qui est dans le jardin, il n'en existe pas moins. Et même des arbres ont existé qui n'existent plus et que d'autres ont vus, mais qui n'en existaient pas moins parce que je ne les vois plus. Donc, vous voyez ce que je veux dire, la réalité extérieure est indépendante de l'appréhension de mon esprit. Mon esprit permet de connaître un arbre, une réalité extérieure, comme étant un être parce qu'il est composé de matière et de forme, et que mon intellect peut saisir cette distinction, qui est une distinction conceptuelle, intellectuelle, mais non réelle, parce que ce qui constitue la réalité substantielle est une unité. La réalité est en même temps une unité. Et matière et forme sont indissociables. Alors que l'appréhension scientifique de l'entité connaissable est saisie à travers le calcul mathématique, à travers des théories scientifiques qui construisent des modèles très performants, comme on l'a vu, et mathématiquement très affinés, et qui me permettent de concevoir des entités comme des protons, des électrons, et de calculer, et à partir du calcul de la vitesse, c'est-à-dire de l'énergie avec lesquelles se déplacent ces entités pour, en s'unissant ou en s'éloignant, constituer une entité, phénomène, cela me permet de réduire tout ce qui est connaissable scientifiquement à une énergie. Le mot énergie, énergeia, ou énergeia en grec, vient du mot ergon, qui signifie travail, et donc c'est une force de production qui apparaît comme une sorte de force de production. L'énergie apparaîtra comme une force qui produit quelque chose, voire qui est production éventuellement d'elle-même. En tout cas, cette énergie, c'est comme une hypothèse qu'on pose, parce qu'il faut bien expliquer comment les choses se déplacent et pouvoir mesurer la vitesse avec laquelle elles se déplacent et remonter à la source de cette vitesse sous la forme d'une énergie. Et donc, quand on parle aussi d'acte d'être, en grec, on parle aussi d'énergeia, d'énergie. Le mot acte traduit aussi le mot énergeia. Donc l'énergie, au niveau du mot, peut être pris comme ce qu'est l'acte d'être pour Aristote, pour saint Thomas, mais aussi comme cette force, qui peut être une sorte de force aussi mécanique ou une force vitale. Et donc cette énergie, cette force vitale, n'est pas l'acte d'être. L'acte d'être, c'est ce qui permet de comprendre qu'une chose est réellement réelle, alors que l'énergie, au sens scientifique, au sens de force, ne peut que permettre d'expliquer la mesure, et donc le calcul de cette mesure, qui est le calcul de ce qui mesure une intensité d'énergie. Une intensité, ce qui fait que tout est force, tout est rapport, tout est proportion, tout est relation. Et c'est ainsi qu'on passe de la conception substantielle du réel en philosophie à une conception relationnelle de la nature en science. Tout devient relation. Donc l'énergie est un mot qui évoque cette force, on l'a employé dans beaucoup de sens différents, et l'énergie apparaît ici comme ce qui accomplit un travail qui produit, donc qui est une force qui se produit, on peut dire. Par exemple, les photons se meuvent à la vitesse de la lumière. Si tel n'était pas le cas,
la conclusion serait qu'il n'existerait pas, ou qu'il cesserait d'exister s'il n'allait pas à la vitesse de la lumière. Donc que le photon n'a d'existence qu'en fonction de la vitesse, et la vitesse de la lumière, c'est-à-dire 300 000 km à la seconde. Donc le photon n'existe que parce qu'il est à la vitesse de la lumière. Comme vous le voyez ici, la science ramène le mouvement à un déplacement, au mouvement local qui se ramène à l'étude de la vitesse avec laquelle les entités se déplacent, au point que la vitesse avec laquelle ces entités se déplacent, une vitesse que l'on peut calculer, telle que celle du photon qui est identifié à la vitesse de la lumière, eh bien, identifie l'existence à la vitesse, au mouvement, au point que s'il n'y avait pas cette vitesse, le photon n'existerait pas. Je voulais dire, en fait, ça c'est-à-dire la science donne, si j'ai bien compris, des propriétés, et lorsque ces propriétés ne sont pas vérifiées, alors on n'a pas d'existence. Mais est-ce que la science ne donne pas de définition, propriété, mais est-ce qu'elle ne donne pas de définition Ah oui, toujours. Il y a toujours des définitions, des théories, des explications, mais comme on l'a vu, il faut toujours qu'il y ait vérification, sous la forme d'une expérimentation. Et donc cette expérimentation fait appel à des instruments de plus en plus performants, comme par exemple le cyclotron. Le cyclotron est un instrument qui nous permet de vérifier la vitesse, enfin de produire l'expérience, disons. Bon, c'est pas facile. Mais ce qu'il faut retenir surtout, voyez-vous, c'est ce fait qu'on est passé de l'état substantiel à l'état relationnel du réel. Il n'y a plus de substance, c'est-à-dire un être identifiable, mais il y a une sorte de production de ce qui apparaît. Tout ce qui est apparaît, et tout ce qui apparaît résulte d'une production. C'est un peu comme un flash au passage d'un rayon de lumière, si on veut, disons, un petit flash comme ça qui passe. Notre vie ne sont que des coups de flash qui s'allument et qui s'éteignent sur fond de lumière et de ténèbres. Tout est relationnel. Il n'y a plus de résistance d'une res substantielle. Tout se réduit à du calcul, donc à du calculable, c'est-à-dire à ce que l'on peut mesurer comme étant un rapport, une proportion, une intensité d'énergie que l'on peut capter sous la forme de la vitesse avec laquelle cette énergie produit le mouvement. C'est pas vrai pour tout, hein. Ce qui est vrai pour le photon, par exemple, c'est pas vrai pour un chat. Un chat, on va pas dire s'il ne se déplace pas à la vitesse du chat. Alors... Mais le chat est composé d'atomes, de neutrons, de molécules, disons. Ce qu'on peut dire de l'atome pour la matière, on le dit sous forme de cellules ou de molécules pour le vivant. Donc si tu veux, pour le savant, un chat, c'est un amas de molécules, de cellules. Au point d'ailleurs qu'aujourd'hui, on parle de spécisme pour dénoncer ceux qui veulent distinguer les espèces d'animaux, et en particulier ceux qui veulent distinguer l'homme en tant qu'animal rationnel des autres animaux. Il n'y aurait donc entre les animaux qu'une différence de degré et non pas de nature, et donc de degré en effet, de rapport, de proportion, du fait que les molécules s'organisent de telle façon dans un chat, de telle façon dans un papillon, de telle façon dans un homme, mais entre un homme et un chimpanzé, il n'y a pas de différence spécifique. Il n'y a pas de différence spécifique d'ailleurs même entre un chimpanzé et un chat. Je ne peux pas manger de la chair, sinon je me mangerais moi-même dans un certain sens. Enfin bref, toutes les absurdités qu'on peut imaginer dans ce domaine. Donc ta question concernant le chat est intéressante. des résultats scientifiques pour pouvoir raisonner en fait, je sais pas. La science, je l'ai dit dès le départ, pose par son propre développement, légitime d'ailleurs en tant que science, il ne s'est jamais agi de disqualifier la science en tant que science. Il a fallu souligner tout simplement que la science pose des problèmes de nature philosophique, elle-même en tant que science ne peut pas répondre. Pourquoi ? Parce que justement la science appréhende la nature sous la forme d'une réduction à la quantité et donc au quantifiable. Et ainsi, donc, l'analyse en analyse, on remonte à une énergie, finalement, qui explique la combinatoire des atomes qui constituent les entités scientifiques, les entités comme étant des objets de connaissance scientifique. Et c'est ainsi que, disons, on ne s'intéresse pas, la science ne s'intéresse pas à la constitution ontologique d'un être naturel, qu'elle ne considère pas un être naturel en tant qu'être, elle le considère en tant que quantifiable. Tout est quantifiable grâce aux mathématiques. L'exemple le plus illustre dans l'Antiquité, c'est celui de Pythagore. Pour Pythagore, toute la réalité se réduit au nombre. Chaque réalité est un nombre. Et un nombre s'ajoute à un nombre, en sens où il n'y a pas de nombre en soi qui existerait comme le 3, le 6, le 8, mais il n'y a que des nombres qui s'ajoutent au nombre. Le 3, c'est le 2 plus 1, il y a toujours un plus 1.
1 plus 1. Et l'infini, c'est toujours 1 plus 1. La question était de savoir s'il peut y avoir un infini matériel, c'est-à-dire un infini pour lequel le chiffre 100 serait comparable à 100 chevaux. 100, c'est pas la même chose que 100 chevaux. 100 chevaux, c'est 100 êtres réels. Tandis que le chiffre 100 ne répond à aucune réalité. Pour Pythagore, c'est une réalité en soi. Aristote va dire, mais non, l'infini n'existe pas matériellement, ontologiquement, réellement, actuellement. L'infini est potentiel, qu'on l'a vu. On a vu l'infini est en puissance uniquement. Il n'y a pas d'infini réel. Il n'y a qu'un infini potentiel. Alors le mouvement, à partir du moment où tout est sans cause, tout ce qui se meut, tout ce qui se déplace est sans cause, au sens où la cause du mouvement serait le mouvement lui-même. Et c'est pourquoi on a découvert la notion d'inertie d'un corps en mouvement, qui serait continuellement en mouvement, sans cesse. L'inertie, c'est cela. Il serait toujours en mouvement dans la même direction. Un mouvement illimité le long d'une ligne droite. Démocrite avait déjà eu cette idée, en faisant tomber les atomes selon une ligne droite, à l'infini, dans le vide, de telle manière qu'ils ne pouvaient jamais se rencontrer. Ce qui posait un problème finalement que Épicure a résolu en inventant le clinamen, le fait que les atomes tombent selon des directions différentes et se croisent et s'agglomèrent et créent une forme. Aristote va montrer que tel mouvement est impossible et que même il ne vaut pas d'être réfuté, cette conception d'un mouvement en ligne droite infinie, puisque justement il dit l'infini n'existe pas réellement, il n'est que potentiellement. Galilée, lui, va rejeter la théorie d'Aristote concernant les mouvements naturels sur une trajectoire déterminée. Il va introduire l'idée qu'un corps se déplace avec une force qui lui est imprimée et qui diminue progressivement. Mais il se pose quand même la question de savoir si un mouvement perpétuel est possible. Le concept d'un corps qui se meut toujours en ligne droite à une vitesse constante est difficilement acceptable, parce que ce mouvement n'aurait aucun but vers lequel tendre, et franchirait même les limites de l'univers telles qu'on se les représente spontanément, jusqu'où ça va. Le principe d'inertie va être conçu par les modernes à partir de la notion d'impétus, d'impulsion initiale. Bon, je passe ici sur l'histoire de cette notion d'inertie comme étant la loi la plus fondamentale de la matière pour Descartes, par exemple. L'inertie apparaissait comme le facteur le plus important qui permettait d'expliquer le mouvement, puisque le mouvement est un mouvement finalement sans cause. Si la chose se déplace, comment se déplace-t-elle ? En raison de quoi? Si la force qui est la force initiale, qui est la force d'impulsion qui projette cette pierre, qui la déplace, où se trouve ce mouvement? Bon. Alors, la physique mathématique ne pourra jamais atteindre la réalité ultime de la nature. Sa spontanéité, son intentionnalité, ses caractéristiques et ses dépendances causales, dès lors que ce qui est la réalité ultime de la nature, eh bien justement, c'est l'être changeant en tant qu'il est. On a assez insisté là-dessus pour comprendre que si on ne recourt pas à la réalité substantielle de l'être changeant, tout se réduit à cette force qui permet d'expliquer le mouvement comme mouvement local, c'est-à-dire comme déplacement finalement, et comme vitesse à mesurer, vitesse de ce déplacement à mesurer, qui ramène à une énergie. Cela suppose aussi le principe de la conservation de l'énergie. Toute transformation à l'intérieur d'un système où la quantité totale d'énergie serait toujours la même. De sorte que quand une forme d'énergie disparaît, une autre vient la remplacer. Et alors, comme la notion d'énergie est toujours floue, il est difficile de formuler ce principe de la conservation d'énergie. Meyerson, théoricien de la science, en fait remarquer qu'il y a quelque chose qui demeure constant, uniquement. On ne sait pas quoi. Oui. Bon. Pour montrer un peu, et c'est pourquoi aujourd'hui on a insisté là-dessus, que si on renonce à la réalité substantielle de l'être changeant en philosophie, eh bien on reste avec la notion d'une énergie comme force qui explique la vitesse avec laquelle les éléments, les entités se déplacent et constitue l'entité naturelle. On ne parle plus d'être naturel, là ici, vous voyez, il ne s'agit plus tellement d'être naturel. On parle d'une entité, c'est-à-dire de quelque chose qu'on peut connaître grâce au calcul et qu'il faudra vérifier.
par l'observation, par l'expérimentation. Mais une autre manière aussi de montrer que tout se résume à une énergie, c'est la notion de masse qui apparaît. La notion de masse, c'est-à-dire la masse de matière, la matière étant elle-même donc comprise encore une fois comme étant atomique, étant donc constituée non pas de matière et de forme, mais uniquement de matière, donc de matière et de vitesse, et d'énergie. La matière sans forme, finalement la matière sans cause formelle. La théorie de la relativité a contribué à connaître cette masse en montrant l'équivalence de la masse et de l'énergie. Donc, vous voyez, la masse est reliée à l'énergie. La masse, lorsqu'on la considère indépendamment du poids, n'est pas un concept emprunté à l'expérience immédiate. Et donc, elle repose sur un postulat. Et ce n'est plus l'expérience immédiate du réel extérieur. Tout m'échappe, pour ainsi dire. Il faut absolument formuler ce postulat pour expliquer le comportement des corps. Et la masse, donc, remplace pour beaucoup la matière, telle qu'on la comprend, disons, les Grecs, c'est-à-dire Aristote, voire même les présocratiques. Donc la notion de matière fait place à la notion de masse. Et on parle de transformation de la masse en énergie. En énergie. Et donc on désigne par la masse, c'est-à-dire par l'énergie, la chose matérielle. La masse ne peut pas se transformer. La masse se transforme en énergie pour le scientifique, et c'est ce qu'on veut montrer ici, c'est que si on n'est pas en philosophie, eh bien la matière sans la forme se réduit à la masse qui se réduit à l'énergie. Et en effet, puisque c'est la forme qui donne l'acte, qui donne l'être en tant qu'acte à la réalité substantielle en s'associant à la matière, en s'unissant à la matière, elle donne l'être à la réalité substantielle. Mais sans la forme, il n'y a plus de réalité substantielle, il ne reste plus qu'une matière indéterminée. Et cette matière indéterminée, c'est ce qui reste dans l'esprit du scientifique, pour lequel il n'y a que de la quantité. Et il n'y a plus de substance, c'est-à-dire de forme, qui viennent constituer avec la matière une substance. Il n'y a que de la matière, et cette matière, eh bien, petit à petit, apparaît comme cette masse qui s'identifie à de l'énergie, parce que, à partir du moment où c'est la forme qui donne l'être, s'il n'y a plus de forme, il faut bien que la matière, comme elle ne peut pas se donner l'être, elle se transforme elle-même en énergie, en propre énergie, se donnant à elle-même, disons, une apparence d'être sous la forme de la vitesse avec laquelle tout se déplace dans la matière, constituée non pas comme une substance, mais comme relation. Pure relation, c'est-à-dire mesure de l'énergie, mesure de l'intensité de cette énergie qui permet de saisir la vitesse avec laquelle une entité se déplace et se constitue en se déplaçant avec d'autres entités qui se déplacent elles-mêmes, etc. Et se croisent. On retombe un peu dans la notion de l'atomisme de Démocrite et d'Épicure. Ce sont des atomismes, si on peut dire, matérialistes. Matérialistes au sens où la matière est une réalité qui pèse, qui réduit à elle seule toute la réalité. Un atome, n'est-ce pas, est matériel. C'est une masse matérielle. Alors que l'atome, pour aujourd'hui, c'est une énergie. C'est une vitesse, n'existe qu'en fonction de la vitesse et que son déplacement. C'est un peu l'idée là. Est-ce qu'on va dire que, enfin, sans le savoir, les scientifiques s'approchent un petit peu du modèle de la réalité substantielle, par exemple, je ne sais pas, mais en assimilant un peu l'énergie à la matière telle qu'on la conçoit dans la réalité substantielle. Alors c'est peut-être une énormité, mais peut-être qu'ils s'en approchent un petit peu, alors par d'autres moyens, mais finalement, est-ce que c'est pas la même chose? C'est pas du tout la même chose. Ce n'est pas du tout la même chose. La science devient mythogène en expliquant cette énergie, en voulant donner un nom à cette énergie, en voulant faire de cette énergie l'explication absolument de tout, comme par exemple Teilhard de Chardin qui explique que tout se développe d'une manière continue et que tout est vie, et que cette vie aboutit à l'apparition de l'homme. Enfin, tu vois un peu l'idée, quoi. L'énergie, ça veut dire qu'on tomberait dans un monisme. Le monisme, c'est-à-dire qu'il n'y aurait pas un Dieu transcendant à tout ce qui est. Tout ce qui est enfermé dans ce qui est. Tu vois ce que je veux dire? Il n'y aurait pas de création. Tout serait évolution, involution, révolution. Ouais, c'est pourquoi même la notion d'évolution est insatisfaisante dans la mesure où elle suppose aussi une involution et une révolution. C'est-à-dire, à la manière de Plotin, comme ce qui se sépare de l'unité initiale, de l'indétermination pure, initiale, et puis se constitue et arrive au dernier degré d'un développement qui est une dégradation, qui aboutit à la matière,
qui se confond avec le mal pour Plotin, et qui suppose donc une involution, une révolution pour revenir à l'origine, par la négation de ce mal, de cette matière, de ce monde qui est mauvais. Il est mauvais ce monde parce qu'il est multiple, et que la multiplicité est la négation de l'un, qui est Dieu pour cette conception. Le monde apparaît comme étant mauvais, d'où est l'importance de l'esprit que le monde est bon. Le monde est bon, parce qu'il est créé par Dieu, c'est pas une chute de l'un dans le multiple. La matière n'est pas mauvaise, comme le pense Plotin. C'est pourquoi le mariage est bon. La sexualité humaine est bonne aussi. Tout ce qui est matériel, physique, est bon dans ce monde créé par Dieu. Alors que pour les plotiniens, pour toute cette conception de la philosophie pour laquelle tout est dans l'un au départ, enfin tout doit être un, eh bien tout ce qui est multiple est de trop pour la pureté de l'un. Il faut que ça disparaisse, il faut supprimer d'où ce danger de cette mystique nihiliste de l'autodestruction de soi, comme on voit par exemple dans l'islam, dans les kamikazes. L'islam est aussi une philosophie de l'un. Dieu est l'un pour les musulmans, et on ne peut rien dire de Dieu. Et donc le fatoum, le mal, doit être assumé, et donc le mal n'est pas un péché. Il n'y a plus de péché, puisque c'est pas de ma faute si je fais le mal. Puisqu'il n'y a pas de culpabilité morale à faire un acte mauvais, puisque je ne suis que matière condamnée et identifiée au mal, tout ce que je fais est mal. L'ère du soupçon, c'est ça aussi. Tout ce que je fais est mal, parce que même quand je fais le bien, c'est encore pour une raison mauvaise. On ne reconnaît pas la faute morale parce que tout est mal. Tout est mal, et donc, à partir de ce moment-là, il n'y a pas de faute morale. Le mal est ontologique, pour ainsi dire, il est physique, il est matériel, il s'identifie avec la matière, il n'y a que de la matière, c'est-à-dire un monde qui se divise, un monde multiple, un monde insensé, un chaos inintelligible, vous vous souvenez? Et donc, ce monde n'est pas l'œuvre d'un Dieu bon qui transcende ce monde, mais c'est la chute dans le mal qui se confond avec le monde multiple. C'est pourquoi il est important de sortir du monisme d'un côté et de l'atomisme, du pluralisme, si tu veux, de l'autre, en surmontant cette alternative de l'un ou du multiple qui s'opposerait, en s'élevant de cette alternative, à une philosophie de l'être. Une philosophie de l'être pour laquelle tout ce qui est, tout être changeant, a une dignité du simple fait d'être. Car être, vous vous souvenez, est un bien. Être est un bien. Et c'est parce qu'il est un bien que être, même malade, même dans le malheur, eh bien, nous ne succomberons pas au malheur ni à la maladie, parce que nous avons l'être. Et que l'être, c'est un don, qui est un mystère aussi, mais qui est une réalité insurmontable. Parce que tant que je suis, eh bien, je ne peux pas dire je ne suis pas. Et que le fait d'être est bon. Il est bon d'exister. Il n'est donc pas exister n'est donc pas un malheur, comme pour le bouddhisme. Pour le bouddhisme et pour tous les gnosticismes, le malheur consiste dans le fait d'exister, c'est-à-dire le fait d'empêcher l'un d'être un, l'un étant seul le bien véritable, mais qui n'est pas. C'est un bien véritable, mais qui n'existe pas, puisque l'un n'est pas. Donc il n'y a que du mal. Tout est mal. Vous avez l'illustration de cette pensée tragique dans une pensée comme celle de Simone Weil, par exemple. Elle a une conception manichéenne du malheur d'exister. Elle est le fruit de cette philosophie de l'un qui est oubli de l'être. Et c'est pourquoi l'oubli de l'être en science, la science qui est muette sur le mystère de l'être, j'y ai insisté, c'est pas à travers la science qu'on va résoudre les problèmes de l'homme. La science va nous aider à apprendre certaines choses, elle va nous aider à produire des techniques, enfin, etc., etc., etc. Tous les bienfaits de la science, nous n'allons pas les nier, mais nous n'allons pas espérer de la science qu'elle résolve notre problème existentiel, un problème profond, celui du bonheur d'exister.